Par la fenêtre latérale de ma propre maison, j'ai vu mon fils lever une coupe de champagne et trinquer avec un homme en costume que je n'avais jamais vu auparavant. Sur la table de la salle à manger, où nous avions célébré 42 Noëls en famille, il y avait des documents éparpillés, des stylos dorés, et l'épouse de Mathieu riait en pointant quelque chose sur le papier. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai entendu la voix de mon fils traverser la vitre en cette froide nuit de novembre. Quand mon père signera demain matin, le terrain et la maison seront à nous. Il ne comprendra rien de toute façon avec les médicaments qu'il prend. La femme à ses côtés, que je ne connaissais pas, a répondu avec un sourire. « Parfait, j'ai 3 acheteurs intéressés. Nous pouvons conclure la vente dans 2 semaines. » Je m'appelle Geneviève Armand, j'ai 68 ans, et à cet instant, debout dans le jardin de la maison que j'ai construite avec mon mari sur les rives du lac Léman, j'ai réalisé que l'ennemi porte parfois le visage de celui qu'on aime le plus. J'étais rentrée un jour plus tôt que prévu de Lyon, où je rendais visite à ma sœur Élise, parce que quelque chose en moi ne me laissait pas en paix depuis mon départ. Pendant 3 jours, cette inquiétude avait grandi comme une ombre, jusqu'à ce que ce jeudi matin, je décide de reprendre la route sans prévenir personne. Maintenant, je comprenais pourquoi. Mes jambes tremblaient, mais quelque chose de plus fort que la peur me poussait. J'ai couru vers l'escalier latéral qui mène au 2e étage, celui que nous utilisons quand nous revenons de la pêche sur le lac. Mes doigts, glacés, parvenaient à peine à tourner la poignée de la porte de service. Quand je suis entrée, la maison était chaude. Elle sentait le vin cher et le parfum français, mais il y avait quelque chose de pourri dans cet air, quelque chose qui me retournait l'estomac. J'ai monté les marches en silence, enlevant mes chaussures pour ne pas faire de bruit, et chaque pas semblait une éternité, tandis que j'entendais les rires en bas continuer, insouciants, confiants, sûrs que personne ne viendrait les interrompre. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Alain, mon mari de 45 ans de mariage, était assis dans le fauteuil roulant près du lit, le visage tourné vers la fenêtre qui donne sur le lac. Mais ce n'était pas la posture de quelqu'un contemplant le paysage. Ses épaules tremblaient. Sur ses genoux, des morceaux de papier déchirés. Quand il m'a entendu entrer et s'est retourné, j'ai vu son visage marqué par des larmes qui coulaient sans arrêt, les yeux rouges éperdus, les mains tenant les fragments de documents comme s'ils étaient les derniers vestiges de sa dignité. Je me suis agenouillée à côté de lui, tenant ses mains froides, et il n'a pas pu parler pendant quelques secondes. Sa bouche s'ouvrait, mais aucun son n'en sortait. Seulement des pleurs contenus qui semblaient venir d'un endroit bien plus profond que la douleur physique. Finalement, d'une voix brisée, il a murmuré « Geneviève ». Je ne savais pas. Il a dit que c'était juste pour faciliter, que j'étais trop confus pour gérer les comptes. Alain a serré ma main avec une force que je ne savais pas qu'il avait encore et a continué. Mathieu a apporté des papiers il y a 3 jours. Il a dit que c'était une procuration pour qu'il puisse payer les factures de l'hôpital, de la kinésithérapie. J'ai fait confiance. J'ai signé tout ce qu'il m'a demandé. Mais cet après-midi, quand il a apporté d'autres documents, j'ai réalisé que c'était des actes de propriété, des transferts. Quand j'ai refusé de signer « il », la voix d'Alain a faibli et il a fermé les yeux comme si la honte était trop grande à supporter. J'ai attendu, le tenant, sentant mon propre corps trembler d'une rage que je n'avais jamais connue auparavant. Il a respiré profondément et a complété. Il a mélangé quelque chose dans le vin qu'il m'a donné au déjeuner. J'ai senti ma tête lourde, mes mains n'obéissaient plus. Il a tenu ma main et a essayé de me faire signer de force. J'ai crié, j'ai poussé les papiers, j'ai déchiré ce que j'ai pu. Alors il a fermé la porte de la chambre à clé et m'a laissé ici. Il a dit que tu étais loin, que personne ne saurait rien, et que demain matin je serais plus coopératif après une bonne nuit de sommeil avec les calmants qu'il allait me donner. Chaque mot était un coup de poignard. J'ai regardé ces morceaux de papier déchirés sur les genoux de l'homme qui avait toujours été mon roc, mon compagnon, et j'ai compris que mon fils avait prévu de voler non seulement notre maison, mais la dignité de son propre père. Les rires venant de l'étage inférieur résonnaient comme une bande-son obscène pour ce moment. Je me suis levée lentement, j'ai essuyé les larmes du visage d'Alain et j'ai dit, avec un calme dont je ne savais pas d'où il venait, « Reste ici, ça se termine aujourd'hui. »
Je suis descendu les escaliers comme si je flottais, mais ce n'était pas de la légèreté, c'était une détermination pure. Mes pas pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le tapis persan que nous avions acheté ensemble à Marseille il y a 20 ans. Je suis arrivé au hall qui précède la salle à manger et me suis arrêté un instant, respirant profondément, organisant mes pensées. À travers la porte entr'ouverte, je voyais Mathieu de dos, la coupe levée à nouveau, sa voix trop animée, enivré non seulement par le champagne, mais par la sensation de victoire qu'il savourait déjà. Ma mère ne se doute de rien. Elle croit que je suis ici en train de m'occuper du vieux. Il a ri, et ce rire avait quelque chose de cruel que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai poussé la porte avec fermeté. Le bruit a fait que tous se sont retournés en même temps. J'ai vu le visage de Mathieu passer par plusieurs expressions en moins d'une seconde. Surprise, choc, peur, et finalement, une tentative pathétique de composer un sourire. La femme en costume a laissé échapper un petit cri étouffé. L'agent immobilier, un homme d'environ 50 ans aux cheveux grisonnants très bien coiffés, a laissé tomber sa coupe sur la table, renversant du champagne sur les documents. L'épouse de Mathieu, Céline, est devenue pâle comme le mur. Maman. Mathieu a fait un pas en avant, les mains levées comme s'il voulait me calmer, comme si j'étais un animal effrayé. Quelle surprise! Tu ne devais pas revenir que demain? Je peux tout expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai regardé en silence pendant quelques secondes qui ont semblé s'étirer à l'infini. J'ai regardé le fils que j'avais bercé, à qui j'avais appris à marcher, que j'avais consolé lors de chaque cauchemar d'enfance. J'ai regardé l'homme de 38 ans debout devant moi, et je n'ai plus pu le reconnaître. « Tu as drogué ton père », ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. « Tu as essayé de le forcer à signer des papiers pendant qu'il était sous sédation. Tu l'as enfermé dans la chambre comme un prisonnier. Et maintenant, tu es là à célébrer la vente de notre maison avec des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. » Mathieu a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main, l'interrompant. « Non, tu ne vas pas parler maintenant. Tu as déjà trop parlé là-haut quand tu pensais que personne n'écoutait. » J'ai pris mon téléphone dans la poche de mon manteau avec des mains qui ne tremblaient plus, et j'ai composé les chiffres que tout le monde en France connaît par cœur. 1, 7... L'appel a été connecté en quelques secondes. « Police, je voudrais signaler une tentative de fraude et d'extorsion contre une personne âgée vulnérable. Oui, je suis route du Lac, numéro 43. Les responsables sont encore ici. » Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais entendre la respiration lourde de Mathieu, le tic-tac de l'horloge ancienne au mur, le vent du lac frappant les fenêtres. L'agent immobilier a été le premier à réagir, prenant son manteau et sa mallette en cuir d'un mouvement brusque. Je ne savais rien de tout ça, je vous jure. J'ai juste reçu un contact. Je pensais que c'était une vente normale. Il a pratiquement couru vers la porte et j'ai entendu sa voiture accélérer sur le gravier quelques secondes plus tard. Céline a regardé Mathieu avec une expression qui mélangeait panique et colère. Tu as dit que tout était en ordre, qu'ils avaient accepté. Elle aussi a pris son sac et est sortie en courant, ne laissant que mon fils et moi dans la salle illuminée avec les restes d'une célébration qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mathieu est tombé à genoux, littéralement. J'ai vu mon fils tomber à genoux sur le sol de la salle à manger et commencer à pleurer, les mains couvrant son visage. « Maman, je dois beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Paris en ligne, investissements qui ont mal tourné. J'étais désespérée. Ils allaient me casser les jambes, ils ont menacé Céline. Je ne savais plus quoi faire. » Il a levé son visage mouillé, et pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose de sincère là, mais c'était déjà trop tard. « Je suis désolée. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. » J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la pitié. C'était la dernière illusion qui tombait. « Tu es mon fils », ai-je répondu doucement. Et c'est exactement pour ça que la trahison fait si mal. La sirène de la police pouvait déjà être entendue au loin, s'approchant par la route du lac. Mais je suis la mère de l'homme que tu étais, pas de celui que tu es devenu. Et je suis l'épouse d'un homme qui est là-haut détruit parce qu'il t'a fait confiance. Vous savez, pendant que je vous raconte ceci,
je dois admettre que partager cette histoire n'est pas facile. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans ce que j'ai dit a touché votre cœur, je vous demande de laisser un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage fait toute la différence. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent peut-être des situations difficiles avec des personnes que vous aimez, et si mon histoire peut apporter un peu de réconfort ou de force, alors chaque mot en vaut la peine. Les policiers sont arrivés en moins de 10 minutes. 2 gendarmes sont entrés dans la maison, un homme plus âgé avec une moustache grisonnante et une jeune femme au regard attentif. J'ai expliqué la situation calmement, montré les papiers déchirés que j'avais apportés de la chambre, raconté ce que j'avais entendu par la fenêtre. Mathieu n'a rien nié. Il est simplement resté assis par terre, tête baissée, pendant que la policière prenait des notes sur sa tablette. « Monsieur Armand », a dit le gendarme plus âgé, « nous avons besoin que vous nous accompagniez pour faire une déposition. Il y a suffisamment d'indices de tentative de fraude et de coercition contre une personne vulnérable. » Quand ils ont mis les menottes à Mathieu, il m'a regardé une dernière fois. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du défi. C'était juste du vide. Un vide profond qui m'a fait réaliser que j'avais déjà perdu mon fils il y a longtemps, je ne m'en étais simplement pas rendu compte. Il a murmuré « Pardon » pendant qu'on l'emmenait, mais je n'ai pas répondu. Certains mots arrivent trop tard pour signifier quelque chose. Après que tout le monde soit parti, la maison est restée silencieuse. J'ai regardé la table encore avec les coupes, les documents tachés de champagne, et j'ai ressenti une profonde fatigue s'emparer de mon corps. Mais avant de m'effondrer, je suis remontée jusqu'à la chambre. Alain était toujours dans le fauteuil, mais quand il m'a vue, il a tendu les bras. Je l'ai serré dans mes bras avec toute la force qui me restait. Et nous sommes restés là, sans rien dire, sentant juste la chaleur l'un de l'autre, pendant que les lumières du lac tremblotaient dehors dans l'obscurité. « C'est fini ?» a-t-il finalement demandé, la voix encore faible. « Oui », ai-je répondu. « C'est fini. » Mais je savais qu'en réalité, ça ne faisait que commencer. Parce que maintenant, nous devions apprendre à vivre avec cette blessure ouverte, avec cette trahison qui allait laisser des marques pour toujours. Et la question qui ne voulait pas se taire était « Comment un fils en arrive-t-il là ? Comment quelqu'un que vous avez élevé avec amour se transforme-t-il en quelqu'un capable de détruire ses propres parents ?» Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur la véranda qui donne sur le lac, enveloppée dans une couverture, observant les eaux sombres refléter la lune. Et je me suis demandé combien d'autres femmes, combien d'autres familles traversaient cela en ce moment même. Combien de fils trahissaient la confiance de parents âgés, combien de secrets terribles cachés derrière des portes fermées. Et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, raconter cette histoire pourrait aider quelqu'un à percevoir les signes avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, en observant l'aube arriver lentement sur les montagnes, c'est que l'histoire était loin d'être terminée. Parce que 3 jours plus tard, quand Mathieu a été libéré sous caution, il est revenu. Et ce qui s'est passé alors a tout changé à nouveau, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. La sonnette a retenti un mardi matin, 6 jours après cette nuit horrible. Je préparais le petit déjeuner pour Alain, l'aidant à prendre ses médicaments, quand le son a résonné dans la maison. Mon cœur s'est immédiatement emballé. À travers le verre de la porte, j'ai vu la silhouette que j'aurais reconnue n'importe où. Mathieu était là, seul, sans Céline, portant les mêmes vêtements froissés que d'habitude, mais avec quelque chose de différent sur le visage. Quelque chose qui m'a fait hésiter avant d'ouvrir. Il n'a pas essayé d'entrer. Il est resté dehors, les mains dans les poches, les yeux fixés au sol. « Maman », a-t-il dit, et sa voix est sortie rauque, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que tu ne me feras plus jamais confiance. Mais j'ai besoin que tu écoutes une chose, juste une chose, et après je partirai et je ne reviendrai plus, je te le promets. » Je suis restée immobile, la porte entr'ouverte servant de barrière entre nous. Une partie de moi voulait la lui claquer au nez, protéger Alain de tout contact avec celui qui nous avait tant fait souffrir.
Mais une autre partie, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, avait besoin d'écouter. « Tu as 2 minutes, ai-je dit, et tu n'entreras pas dans cette maison. » Mathieu a hoché la tête et a respiré profondément, comme s'il se préparait à quelque chose de très difficile. « J'ai fait quelque chose de terrible envers vous. Il n'y a pas d'excuse, pas de justification, mais tu dois savoir quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. » Il a finalement levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé, une peur sincère. Les gens à qui je dois de l'argent, ils n'ont pas bien accepté quand la vente n'a pas eu lieu. Et ils savent où vous habitez. Hier soir, j'ai reçu un message. Ils ont dit que si je ne payais pas dans une semaine, ils allaient chercher le paiement d'une autre manière. Et ils vous ont mentionné. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Tu es en train de me dire que tu as mis notre vie en danger, que ces gens peuvent venir jusqu'ici. Mathieu a passé sa main dans ses cheveux, un geste de désespoir que je connaissais depuis qu'il était enfant. Je ne savais pas que ça irait jusque-là. Je pensais que je réussirais à régler ça avant. Mais maintenant... Maman, vous devez partir d'ici pendant quelques jours. Aller quelque part qu'ils ne connaissent pas. Je vais essayer de régler ça. Je vais leur parler. Mais s'il vous plaît, ne restez pas ici. J'ai fermé la porte sans rien dire de plus. Je me suis appuyée contre elle, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Était-ce vrai? Ou était-ce une autre manipulation, une autre tentative de nous contrôler par la peur? Je suis allée au salon où Alain attendait, et quand je lui ai raconté ce que Mathieu avait dit, j'ai vu son visage devenir encore plus pâle. « Geneviève, a-t-il dit lentement, nous ne pouvons pas ignorer ça, même si c'est un mensonge, même si c'est juste une autre manœuvre de sa part. Et si c'était vrai? J'ai passé toute la journée dans un état d'alerte constant. Chaque voiture qui passait sur la route me faisait regarder par la fenêtre. Chaque son inconnu me faisait sursauter. J'ai appelé le gendarme qui était venu cette nuit-là, expliquer la situation. Il a promis d'augmenter les rondes dans le secteur, mais a précisé que sans menace concrète et directe, il y avait peu qu'il pouvait faire. « Madame Armand » a-t-il dit avec gentillesse. « Malheureusement, des cas comme le vôtre sont plus courants qu'on ne l'imagine. Des fils qui se mettent dans des situations financières compliquées et finissent par exposer leurs parents. Mais généralement, ces menaces sont vides. Des gens désespérés qui essaient d'effrayer. Mais si elles n'étaient pas vides? Et si cette nuit, pour la première fois en décennies, je devais vraiment craindre pour notre sécurité dans notre propre maison? J'ai décidé de prendre des mesures. J'ai appelé Claude Mercier, notre avocat de famille, un homme de 60 ans que nous connaissions depuis plus de 20 ans. Je lui ai expliqué toute la situation, depuis la tentative de fraude jusqu'aux menaces récentes. Claude est resté silencieux pendant quelques secondes avant de répondre. « Geneviève, vous et Alain devez protéger vos biens immédiatement. Je vais préparer des documents pour révoquer toute procuration qui aurait été donnée à Mathieu. Et je vous suggère fortement de considérer faire un testament très spécifique, précisant clairement qui hérite de quoi pour éviter toute dispute future. »« Tu es en train de me dire de déshériter mon propre fils ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans la gorge. « Je suis en train de vous dire, » a répondu Claude avec fermeté, « de protéger ce que vous avez construit. Mathieu est adulte et responsable de ses choix. Vous ne pouvez pas payer pour ses erreurs, littéralement et figurativement. Venez au cabinet demain. Nous allons régler ça correctement. » Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir. Alain non plus. Nous sommes restés allongés côte à côte, main dans la main, écoutant les sons de la maison, de la nuit, du lac dehors. « Ai-je échoué en tant que père ?» a-t-il soudainement demandé dans l'obscurité. Ça doit être quelque chose que nous avons fait de travers dans son éducation. J'ai serré sa main. « Non, Alain. Nous avons donné de l'amour, une structure, une éducation. Mais au final, chaque personne est responsable de ses propres choix. Mathieu a choisi cette voie. Pas nous. » Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à sortir pour aller au cabinet de Claude, j'ai vu une voiture inconnue garée de l'autre côté de la rue. Une voiture sombre, avec des vitres teintées, moteur allumé. Je me suis arrêté au milieu du jardin, observant.
La voiture est restée là pendant quelques minutes, sans bouger, puis a accéléré et est partie. Mon cœur s'est emballé. Étais-je paranoïaque? Ou les menaces étaient-elles réelles? Au cabinet de Claude, nous avons signé tous les documents nécessaires. Nous avons révoqué les procurations, mis à jour notre testament, établi des protections légales sur notre propriété. Pendant que mon stylo glissait sur le papier, j'ai senti que je signais non seulement des documents juridiques, mais la fin d'une ère. La fin de l'illusion que famille était synonyme de sécurité inconditionnelle. « Il y a encore une chose », a dit Claude, retirant ses lunettes et me regardant sérieusement. J'ai fait quelques recherches discrètes sur les dettes de Mathieu. Geneviève, la situation est pire que vous ne l'imaginez. Il doit plus de 200 000 € à plusieurs personnes et entreprises. Certaines de ces entreprises sont des façades pour des usuriers. Ces gens-là ne plaisantent pas. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. 200 000 €? Comment mon fils avait-il accumulé une dette de cette ampleur? Et il y a plus, a continué Claude, hésitant. J'ai découvert que Céline, sa femme, a demandé le divorce il y a 3 jours. Elle essaie de se dissocier complètement de ses problèmes financiers. Mathieu est complètement seul maintenant. Une partie de moi a ressenti une pointe de pitié. Mon fils, enfoncé dans les dettes, abandonné par sa femme, faisant face à de possibles conséquences criminelles. Mais alors je me suis souvenu du visage d'Alain en larmes, des papiers déchirés, de la trahison froide et calculée, et la compassion s'est évaporée. Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter au milieu du chemin. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'étais certaine, absolument certaine, de l'avoir verrouillée avant de partir. Mon sang s'est glacé. Je suis entrée lentement, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. « Alain ?» ai-je appelé, essayant de garder la voix ferme. Silence. « Alain !» J'ai couru à l'intérieur, montant les escaliers 2 marches à la fois. Je l'ai trouvé dans la chambre, assis dans le fauteuil roulant, regardant fixement le lit. Et sur le lit, il y avait une photographie. Une photographie de nous, prise il y a des années lors d'un voyage en Provence, avec nous 2 souriant dans un champ de lavande. La photo était déchirée en 2. Et à côté d'elle, un mot manuscrit avec une écriture que je ne reconnaissais pas, « 1 semaine », où la prochaine visite ne sera pas aussi polie. Mes jambes ont faibli. Quelqu'un était entré dans notre maison, était monté jusqu'à notre chambre, avait laissé un message pendant que j'étais sortie et qu'Alain était vulnérable, seul. « Tu as vu qui c'était ?» ai-je demandé, essayant de contrôler la panique. Alain a secoué la tête négativement, les yeux effrayés. J'étais dans la salle de bain. Quand je suis revenue, c'était là. Je n'ai rien entendu. J'ai immédiatement appelé la police. Cette fois, ils ont pris la menace plus au sérieux. Ils sont venus, ont tout photographié, ont prélevé la note, ont posé des questions. La même jeune gendarme d'avant m'a dit « Madame Armand, je vais être directe avec vous. Ces gens sont des professionnels. Ils savent exactement comment intimider sans laisser de traces. Vous devez sérieusement considérer aller ailleurs pendant quelques jours pendant que nous enquêtons. » Mais où irions-nous? C'était notre maison. Toute notre vie était là, nos souvenirs, notre refuge. L'idée d'être chassée à cause des mauvais choix de notre fils me remplissait d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Non », ai-je dit, et ma propre conviction m'a surprise. « Nous n'allons pas partir d'ici. C'est notre maison. Nous allons installer des caméras, des alarmes, tout ce qui sera nécessaire. Mais nous n'allons pas fuir. » La gendarme m'a regardée avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Je comprends, madame. Mais s'il vous plaît, soyez prudente. Gardez les portes verrouillées, n'ouvrez pas aux inconnus, appelez-nous au moindre signe de danger. » Après que tout le monde soit parti, je me suis assise à côté d'Alain sur la véranda. Le soleil se couchait sur le lac, peignant tout d'orange et de doré. « Tu es sûre de ça ?» a-t-il demandé doucement. « Nous n'avons rien à prouver à personne. Nous pouvons aller chez Élise à Lyon pendant un moment. » J'ai tenu sa main et regardé ce paysage que nous connaissions si bien. « Alain, nous avons passé des décennies à construire cette vie, cette maison, ce foyer. Je ne vais pas laisser qui que ce soit nous enlever ça. Ni mon propre fils, ni les criminels avec qui il s'est impliqué. Nous allons nous battre. Nous allons nous protéger. Mais nous n'allons pas abandonner qui nous sommes.
Cette nuit-là, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer du thé, j'ai entendu un bruit venant du jardin. J'ai éteint les lumières et regardé par la fenêtre. Dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette se déplaçant près du bateau que nous gardions ancré au ponton. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus proche de la fureur. J'ai pris le téléphone, mais avant que je puisse composer, la silhouette s'est retournée et la lumière de la lune a éclairé son visage. C'était Mathieu. J'ai ouvert la porte de derrière avec tellement de force qu'elle a heurté le mur. Mathieu s'est retourné, surpris, perdant presque l'équilibre sur le ponton mouillé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je crié, descendant les marches de pierre qui menaient au lac. « Tu n'as pas honte ? Tout ce que tu as déjà fait ne suffit pas. Maintenant tu rôdes autour de notre maison au milieu de la nuit. » Il a levé les mains dans un geste défensif. « Maman, attends, je ne suis pas venu faire quelque chose de mal, je te le jure !» Sa voix était désespérée, tremblante. « Je surveillais. Il y a une voiture étrange qui est passée ici 3 fois ces dernières heures. Je pense que c'est eux. Je suis venu essayer de vous protéger. » J'ai ri, mais c'était un rire amer, sans humour. « Protéger ? Toi, tu as amené ces gens dans nos vies, Mathieu. Tu nous as mis en danger. Et maintenant, tu veux jouer les héros ?» Il a fait un pas en avant, et sous la faible lumière du ponton, j'ai pu voir qu'il était différent. Plus maigre, avec des cernes profondes, des vêtements sales. Il semblait ne pas s'être lavé depuis des jours. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais vous êtes mes parents. Je ne peux pas simplement disparaître et vous laisser gérer les conséquences de mes erreurs. « Mais c'est exactement ce que tu devrais faire, » ai-je répondu, sentant des larmes de colère brûler mes yeux. « Tu devrais régler tes problèmes, assumer tes conséquences et nous laisser en paix. » Quelqu'un est entré dans notre maison aujourd'hui, Mathieu, est monté jusqu'à notre chambre et a laissé une menace. Ton père est terrifié, je suis terrifiée. Et tu penses que rôder ici au milieu de la nuit va améliorer quelque chose ? Mathieu s'est passé les mains sur le visage, un geste de frustration et de fatigue. J'ai essayé de leur parler, j'ai essayé de négocier. Mais ils ne veulent rien savoir des délais, des échelonnements, de rien. Ils veulent l'argent maintenant. Et comme je ne l'ai pas. Il s'est arrêté, se mordant la lèvre. Ils ont dit qu'ils allaient le prendre chez vous, qu'ils savaient que vous aviez des propriétés, des économies. Ils ont dit que les personnes âgées étaient des cibles faciles. Le sang a bouilli dans mes veines. Et tu leur as parlé de nous ? De ce que nous avons ? Mathieu, jusqu'où es-tu allé ? Il n'a pas répondu, et le silence fut une réponse suffisante. Mon propre fils avait servi d'informateur, avait livré des informations sur notre vie, nos biens, notre vulnérabilité à des criminels. Le vent du lac s'était levé, apportant avec lui l'odeur de l'eau froide et des pins. Les vagues claquaient doucement contre le ponton, créant un rythme hypnotique qui contrastait brutalement avec le chaos de mes émotions. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de la trahison. J'ai vu un homme brisé, un homme qui avait creusé sa propre tombe et qui maintenant réalisait qu'il avait entraîné ceux qui l'aimaient avec lui. « Combien ?» ai-je demandé soudainement, ma voix plus calme mais chargée d'une intensité glaciale. « Combien exactement tu leur dois ?» Mathieu a baissé les yeux vers ses pieds. 215 000 €. Le chiffre est tombé entre nous comme une pierre dans l'eau. Et comment ? Comment as-tu pu accumuler une telle somme ? Il s'est laissé tomber sur le banc en bois au bout du ponton, celui où Alain et moi avions l'habitude de nous asseoir les soirs d'été pour regarder le coucher du soleil. Voir mon fils là, effondré, a réveillé quelque chose en moi que je pensais avoir enterré. Ça a commencé il y a 4 ans, a-t-il commencé, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de l'eau. Un collègue de travail m'a montré un site de paris sportif. J'ai gagné 1 000 € le premier soir. 1 000 €, maman. En 1 heure. Je me suis senti puissant, intelligent, comme si j'avais découvert un secret que les autres ne connaissaient pas. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu des larmes briller dans l'obscurité. Mais ce n'était pas un secret. C'était un piège. J'ai commencé à perdre. D'abord un peu,
puis beaucoup. Et chaque fois que je perdais, je pensais que le prochain pari serait celui qui récupérerait tout. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois? Ils te laissent gagner au début, juste assez pour que tu crois que c'est possible. Et ensuite, ils te prennent tout. J'ai croisé les bras, essayant de me protéger du froid qui venait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Continue. Mathieu a essuyé son visage avec sa manche. Quand j'ai atteint 50 000 € de dette, j'ai paniqué. J'ai emprunté de l'argent à des amis, j'ai vidé nos comptes communs avec Céline. Elle ne savait rien. Puis j'ai trouvé ces types en ligne qui proposèrent des prêts rapides, sans question. Ils m'ont donné 70 000 €. Les intérêts étaient astronomiques. 20% par mois. Mon estomac s'est retourné. 20%? Mathieu, c'est de l'usure pure, c'est illégal. Il a hoché la tête. Je sais, je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais désespérée. Je pensais que j'allais tout gagner, rembourser et que personne ne saurait jamais. Mais les dettes ont continué à croître. Les intérêts s'accumulaient. Et puis, ils ont commencé à me menacer. D'abord avec des messages, puis avec des appels au milieu de la nuit. Puis ils sont venus chez nous. Céline les a vus. C'est là qu'elle a découvert tout. Le tableau devenait de plus en plus sombre. Et c'est à ce moment-là que tu as pensé à nous voler? La dureté de mes propres mots m'a surprise, mais je ne les ai pas retirés. Mathieu a tressailli comme si je l'avais giflé. Je ne voyais pas d'autre solution. Ils menacèrent de tuer Céline. Ils ont dit qu'ils savaient où elle travaillait, où sa mère habitait. J'ai pensé que si je pouvais vendre la maison, je pourrais tout régler et vous rembourser après. Je me suis dit que c'était juste un emprunt temporaire. Un emprunt? Ma voix est montée malgré moi. Tu allais nous laisser sans maison, sans le travail d'une vie, en disant que c'était un emprunt? Et ton père? Tu l'as drogué, Mathieu. Tu l'as traité comme un obstacle à éliminer. Mes mains tremblaient de rage. Comment peux-tu appeler ça un emprunt quand tu étais prêt à détruire ton propre père pour l'obtenir? Mathieu a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à pleurer, ses épaules secouées par des sanglots qui semblaient venir du plus profond de son être. Je sais. Dieu, je sais. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. Je suis devenu quelqu'un que je déteste. Quelqu'un qui a trahi les seules personnes qui l'ont toujours aimé inconditionnellement. Il a levé son visage vers moi et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis son enfance. Une vulnérabilité totale, sans masque, sans défense. Maman, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je te demande de me laisser essayer de réparer ça. Je vais aller à la police demain matin. Je vais tout leur dire sur cette organisation. Leur nom, comment ils opèrent. Tout! Ils m'ont dit que si je coopérais, ils pourraient m'offrir une protection. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais empêcher qu'ils vous fassent du mal. J'ai regardé le lac, ses eaux sombres reflétant la lune comme un miroir brisé. Tant de souvenirs liés à cette eau. Mathieu, enfant, apprenant à nager ici même, riant quand les vagues le chatouillaient. Mathieu, adolescent, amenant sa première petite amie pour une promenade en bateau. Mathieu, adulte, annonçant ses fiançailles avec Céline sur ce même ponton. Où tout avait-il dérapé? À quel moment avions-nous perdu le fil? Si tu vas vraiment à la police, ai-je finalement dit, ma voix épuisée, alors tu dois être prêt pour les conséquences. Ce ne sera pas facile. Tu pourrais être menacé. Tu pourrais devoir témoigner au tribunal. Ta vie telle que tu la connais sera finie. Mathieu s'est levé, essuyant ses larmes. Ma vie telle que je la connaissais est déjà finie. Céline est partie. Mon travail, je l'ai perdu il y a 2 mois et je ne vous l'ai pas dit. Mes amis ne me parlent plus. Je n'ai plus rien à perdre sauf peut-être une chance de faire quelque chose de bien. Une seule chose juste avant que tout s'écroule complètement. Il a fait un pas vers moi, hésitant, comme s'il testait un terrain dangereux. Je sais que je n'ai plus le droit de t'appeler maman après ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que chaque jour de ma vie, je vais me réveiller en me souvenant de ce que j'ai fait à papa, de comment je l'ai vu pleurer. Cette image ne me quittera jamais. Et c'est bien comme ça. Je ne mérite pas de l'oublier. Quelque chose en moi s'est légèrement adouci, juste un peu, comme une glace qui commence à fondre au premier rayon de soleil. Ce n'était pas du pardon,
pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais c'était une reconnaissance que sous toute cette destruction, il restait encore quelque chose de l'homme que j'avais espéré qu'il deviendrait. « Va-t'en maintenant », ai-je dit, mais ma voix était moins dure. « Et demain matin, tu feras exactement ce que tu as dit. Tu iras à la police et tu coopéreras entièrement. Si tu fais ça, si tu assumes vraiment tes responsabilités, alors peut-être qu'un jour, dans très longtemps, nous pourrons commencer à reconstruire quelque chose. Mais pas maintenant. C'est trop tôt. La blessure est trop fraîche. » Mathieu a hoché la tête, et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans ses yeux. « Merci. Merci de me donner au moins ça. » Il s'est retourné pour partir, mais je l'ai rappelé. « Mathieu. » Il s'est arrêté. « Sois prudent. Si ces gens découvrent que tu vas parler à la police, ils ne te laisseront pas faire. » Il a souri tristement. « Je sais, mais c'est un risque que je dois prendre. » Je l'ai regardé s'éloigner dans l'obscurité, sa silhouette disparaissant lentement dans la nuit. Le bruit de ses pas sur le gravier s'est estompé, jusqu'à ne plus être qu'un murmure, puis plus rien. Je suis resté là, seul sur le ponton, sentant le poids de tout ce qui s'était passé s'abattre sur moi comme une vague. Quand je suis rentré à la maison, Alain était encore éveillé, assis dans son fauteuil près de la fenêtre de la chambre. « C'était lui ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et me suis assise sur le lit, soudainement épuisée au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. « Il va aller à la police demain. Il va coopérer pour démanteler le réseau. » Alain m'a regardé longuement. « Tu penses qu'il le fera vraiment ?» J'ai réfléchi à la question. Je pense qu'il essaiera. Pour la première fois depuis longtemps, je pense qu'il essaiera vraiment. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Mathieu enfant. Dans mon rêve, nous étions au bord du lac par une belle journée d'été. Il devait avoir 6 ou 7 ans et il construisait un château de sable avec une concentration intense. Quand une vague est venue et a détruit une partie de sa création, il a pleuré. Je me suis agenouillée à côté de lui et lui ai dit « Ce n'est pas grave, mon chéri. Nous pouvons toujours reconstruire. C'est ça le plus important. Peu importe combien de fois ça s'écroule. Nous pouvons toujours reconstruire. » Dans mon rêve, il m'a regardé avec ses grands yeux innocents et a demandé « Tu promets, maman? On pourra toujours reconstruire ?» Et je lui avais promis. Je me suis réveillée avec des larmes sur mon visage, me demandant si cette promesse était toujours valable. Si même après tant de destruction, il était encore possible de reconstruire. Ou si certaines choses, une fois brisées, restaient à jamais en morceaux. Le lendemain matin, le téléphone a sonné tôt. C'était la jeune gendarme. « Madame Armand, votre fils est venu nous voir ce matin à 6 heures. Il a demandé à parler au commissaire Rousseau. Ils sont en entretien depuis plus de 2 heures maintenant. Je voulais vous en informer. » J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Il l'avait fait. Il avait vraiment tenu parole. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Mathieu a fourni à la police des informations détaillées sur le réseau de jeux illégaux et d'usure. Des noms, des numéros de compte, des adresses, des méthodes opérationnelles. Son témoignage a déclenché une opération qui s'est étendue à 4 pays. Pendant ce temps, notre maison est devenue une forteresse. Des caméras de sécurité ont été installées partout, des détecteurs de mouvement, des alarmes sophistiquées. Chaque nuit, des patrouilles de police passaient devant notre porte. Un après-midi, environ 2 semaines après cette nuit sur le ponton, le commissaire Rousseau est venu nous rendre visite personnellement. C'était un homme d'environ 55 ans, avec des cheveux grisonnants et des yeux qui avaient vu trop de choses. Il s'est assis dans notre salon et a accepté le café que je lui ai offert. « Monsieur et Madame Armand », a-t-il commencé, « je voulais vous informer personnellement des développements. Grâce au témoignage de votre fils, nous avons réussi à démanteler l'un des plus grands réseaux d'usure et de jeux illégaux opérant en France et en Suisse. 23 arrestations jusqu'à présent, et ce n'est pas fini. » Alain a serré ma main. « Et Mathieu? Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Le commissaire a bu une gorgée de café avant de répondre. « Il fait face à des accusations sérieuses pour tentative de fraude contre vous. Cependant, étant donné sa coopération extraordinaire et le fait que vous êtes les victimes et que vous n'avez pas perdu d'argent effectivement, le procureur est disposé à négocier.
Il y aura probablement une peine avec sursis, beaucoup de travaux d'intérêt général et une obligation de suivre un traitement pour son addiction au jeu. Et sa sécurité ? Ai-je demandé. Ces gens, ils vont vouloir se venger, n'est-ce pas ? Le commissaire a hoché la tête gravement. C'est une préoccupation réelle. Nous lui avons offert d'entrer dans un programme de protection des témoins. Il devra changer d'identité, déménager dans une autre région, peut-être même un autre pays. Il y a réfléchi et... Il nous a regardés directement. Il a dit qu'il voulait d'abord vous parler. Il dit qu'il ne peut pas prendre cette décision sans votre. Sans votre bénédiction, je suppose. Alain et moi nous sommes regardés. Tant de choses non dites passaient entre nous dans ce regard. La douleur, la trahison, mais aussi l'amour qui, malgré tout, refusait de mourir complètement. Nous voulons le voir, ai-je finalement dit. Nous devons lui parler. La rencontre a été organisée au commissariat, dans une salle d'interrogatoire sobre avec des murs blancs et une table métallique. Quand Mathieu est entré, escorté par un policier, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait perdu encore plus de poids, ses cheveux étaient coupés très courts, et il portait des vêtements simples qu'on lui avait probablement fournis. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son regard. Il y avait quelque chose de différent là. Quelque chose de plus clair, de plus honnête. Il s'est assis en face de nous, les mains jointes sur la table. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Alain, mon Alain qui avait tant souffert à cause de tout ça, a tendu sa main à travers la table. Mathieu l'a regardé, incrédule, avant de la prendre doucement. « Papa !» Sa voix s'est brisée. « Tu vas partir », a dit Alain. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Mathieu a hoché la tête. Ils disent que c'est la seule façon de garantir ma sécurité et la vôtre aussi. Tant que je suis près d'ici, vous êtes en danger. Ces gens ont de longues mémoires. Il a levé les yeux vers moi. Mais je ne veux pas partir en pensant que vous me haïssez. Je peux vivre avec beaucoup de choses, mais pas avec ça. J'ai senti des larmes monter, mais je les ai retenues. Nous ne te haïssons pas, Mathieu. Nous haïssons ce que tu as fait. Nous sommes détruits par ta trahison. Mais tu es toujours notre fils. Et une partie de nous t'aimera toujours, même si cet amour est maintenant mêlé à tant de douleur. Les larmes ont coulé librement sur le visage de Mathieu. Je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de cet amour, même si vous ne le voyez jamais, même si je suis à des milliers de kilomètres. Je vais me lever chaque jour et essayer d'être meilleur que l'homme que j'étais hier. Je vous le promets. Il a serré la main d'Alain plus fort. Papa, je suis tellement désolé. Pour tout. Pour t'avoir trahi. Pour t'avoir fait pleurer. Pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Tu comptes. Vous comptez tous les deux plus que tout au monde. Et je le réalise maintenant, trop tard. Ce n'est pas trop tard pour devenir l'homme que tu devrais être, a dit Alain, sa voix tremblante mais ferme. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais le changement, Mathieu, c'est un travail de chaque jour. Ce n'est pas une décision que tu prends une fois. C'est un choix que tu dois faire encore et encore, chaque matin quand tu te réveilles. Nous avons passé encore 1 heure ensemble, parlant de choses pratiques et de choses profondes. Mathieu nous a dit qu'il allait être relocalisé quelque part en Europe du Nord, avec une nouvelle identité. Il pourrait nous envoyer des lettres par le biais d'un système sécurisé de la police, mais sans adresse de retour. Nous ne saurions jamais où il était exactement, pour notre propre sécurité autant que pour la sienne. Quand il a été temps de partir, nous nous sommes tous levés. Mathieu a hésité, puis m'a demandé d'une petite voix « Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, une dernière fois ?» Je n'ai pas pu parler. J'ai juste ouvert mes bras et mon fils s'est effondré contre moi, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. J'ai senti toute sa douleur, tout son remords, et j'ai pleuré aussi, pour l'homme qu'il avait été, pour l'homme qu'il était devenu, et pour l'homme qu'il pourrait encore devenir. Quand nous nous sommes finalement séparés, Alain s'est également levé de son fauteuil avec effort et a embrassé notre fils. « Sois bon », a-t-il murmuré. « Où que tu ailles,
Quoi que tu fasses, sois bon. C'est tout ce que nous avons toujours voulu pour toi. » En sortant du commissariat ce jour-là, ma main dans celle d'Alain, j'ai senti que quelque chose s'était déplacé en moi. La rage brûlante s'était transformée en une tristesse profonde mais supportable. La trahison resterait toujours une cicatrice permanente sur notre histoire familiale. Mais peut-être que les cicatrices étaient aussi des preuves de guérison. Des preuves que même ce qui est profondément blessé peut, avec le temps, commencer à se réparer. Le son de l'alarme déchira le silence de la nuit comme un cri. Mon cœur faillit s'arrêter, mais mes mains agirent par instinct. J'appelai immédiatement la police tout en courant vers la fenêtre. Alain criait que je devais m'éloigner, mais il fallait que je voie. À travers le rideau entrouvert, j'aperçus 2 silhouettes se déplaçant dans le jardin, avançant vers la maison. Des hommes grands, vêtus de noir, marchant avec la confiance de ceux qui ont déjà fait cela 1000 fois. « Police! J'ai déjà appelé! Ils arrivent !» criai-je à travers la fenêtre, espérant que ma voix porte au dehors. L'une des silhouettes s'arrêta et tourna la tête droit vers moi. Même dans l'obscurité, je sentis le poids de ce regard. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une 3e silhouette surgit du côté opposé du jardin, là où se trouvait le bateau. La personne se plaça entre les intrus et la maison. Sous la lumière des capteurs de mouvement qui venèrent de s'allumer, je reconnus qui c'était. Mathieu. Mon fils était là, s'interposant entre ces hommes et notre maison. Sa voix m'arriva, forte et désespérée. « Arrêtez, ne faites pas ça, le problème c'est avec moi, pas avec eux. » L'un des hommes le repoussa violemment, le faisant tomber sur le gravier. « Dégage, gamin, tu as déjà eu ta chance de régler ça. » Mathieu se releva en titubant, le visage ensanglanté là où il avait heurté les pierres. Je ne vous laisserai pas faire du mal à mes parents. La scène paraissait irréelle, comme un film. Mon fils, celui qui nous avait trahis si profondément, se mettait maintenant en danger pour nous protéger. L'autre homme s'avança de nouveau, poing serré, et frappa Mathieu au ventre. Je le vis se plier de douleur, mais il resta devant la maison. « Arrêtez !» criai-je en ouvrant la fenêtre toute grande. « La police arrive, j'entends déjà la sirène !» C'était un mensonge, mais il fallait gagner du temps. Les 2 hommes échangèrent un regard, hésitant. Et soudain, le bruit lointain d'une vraie sirène retentit. Les lumières bleues apparurent à la courbe de la route du lac. Les intrus s'enfuirent, disparaissant par le sentier derrière la propriété. Mathieu resta là, à genoux dans le jardin, respirant difficilement. Je dévalai l'escalier, oubliant toute prudence, toute rancune. Lorsqu'enfin je fus près de lui, je vis le sang couler de son nez et d'une plaie à la tempe. « Mathieu !» Ma voix se brisa. Il leva les yeux vers moi. Dans son regard, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Pardonne-moi, maman. Pour tout. Je sais que je ne le mérite pas, mais je devais au moins essayer de vous protéger. » La police arriva en force. 3 voitures, 6 gendarmes, dont la jeune femme que nous connaissions déjà. Pendant qu'un infirmier soignait Mathieu, Alain et moi fîmes nos dépositions. La gendarme m'emmena à part. « Madame Armand, nous avons identifié la voiture qui a fui. Nous les arrêterons. Mais il faut que vous compreniez. Cette organisation est plus vaste que prévu. Votre fils ne doit pas seulement de l'argent à de simples usuriers. Il est impliqué dans un réseau international de jeux illégaux en ligne. Ces gens ont des moyens et ne renonceront pas facilement. » Le monde se mit à tourner autour de moi. « Vous voulez dire que même s'ils sont arrêtés, d'autres viendront ?» Elle hocha gravement la tête. « À moins que la dette soit réglée ou que votre fils collabore avec la justice pour démanteler le réseau. Ce sont les seules options pour assurer votre sécurité. » Je regardais Mathieu, que le secouriste bandait. Et, pour la première fois depuis le début, je vis non pas l'homme qui nous avait trahis, mais l'enfant qu'il avait été. Celui qui avait peur du noir, qui m'appelait la nuit, qui avait pleuré la mort de son poisson rouge. Celui qui rêvait de devenir architecte et de construire des maisons pleines de bonheur. « Il coopérera », dis-je fermement. « Je ferai en sorte qu'il coopère. » Les jours suivants révélèrent une réalité encore plus complexe. Une fois soigné, Mathieu parla. Tout avait commencé par de simples paris sportifs en ligne 3 ans plus tôt. Quelques gains au début,
L'illusion du contrôle, puis les pertes, le besoin de se refaire, le cercle vicieux. Quand les dettes devinrent trop lourdes, quelqu'un le contacta pour lui proposer un prêt spécial qui s'avéra être la façade d'un réseau de blanchiment et d'extorsion. Dans le bureau du commandant Rousseau, un homme d'une 50aine d'années, au ton paternel mais au regard perçant, on nous présenta une proposition. Mathieu pouvait devenir témoin protégé, aider la police à suivre la trace du réseau et le démanteler. En échange, il bénéficierait d'une protection et d'une réduction de peine. Mais cela signifiait aussi changer d'identité, rompre avec sa vie d'avant. Je regardais mon fils, amaigri, blessé, les yeux pleins d'un remords presque insoutenable. « Tu dois le faire, dis-je. Pas pour nous, ni pour te racheter auprès de nous, mais pour empêcher ces gens de détruire d'autres familles, comme tu as presque détruit la nôtre. » Mathieu hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je le ferai, je dirai tout. Et après, je disparaîtrai de vos vies. C'est le minimum que je puisse faire. » Alain, resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. « Tu ne disparaîtras pas, tu vas reconstruire. Tu paieras ta dette envers la société, tu te soigneras, tu apprendras à redevenir un homme d'honneur. Et quand tout cela sera fini, si tu changes vraiment, peut-être pourrons-nous reconstruire ce qui a été brisé. Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. » Les semaines suivantes, Mathieu collabora pleinement avec la police, livrant noms, comptes bancaires et méthodes. Sa coopération permit une opération qui mena à l'arrestation de 23 personnes dans 4 pays, mettant fin à un réseau qui brassait des millions. Pendant ce temps, Alain et moi retrouvions peu à peu un semblant de normalité. Les caméras restèrent, mais la peur s'atténua. Un après-midi de décembre, 3 mois après cette nuit terrible, Mathieu vint nous voir une dernière fois avant d'entrer dans le programme de protection. Nous nous assîmes tous trois sur la terrasse, face au lac noyé dans la brume d'hiver. « Je comprends si vous ne pouvez jamais me pardonner complètement, dit-il, mais je veux que vous sachiez que vous m'avez sauvé. Pas quand vous m'avez mis au monde, mais quand vous avez refusé de me sauver à ma manière, quand vous avez posé des limites. C'est ce qui m'a forcé à affronter ce que j'étais devenu. » Je pris la main d'Alain et celle de Mathieu. Le pardon n'arrive pas d'un coup, c'est un choix qu'on fait chaque jour. Choisir d'essayer sans oublier, car oublier serait malhonnête. Mais essayer de reconstruire la confiance, pierre après pierre, comme on bâtit une maison. Mathieu sourit pour la première fois depuis des mois. Un sourire triste mais sincère. « Je construirai cette maison, maman, même si cela me prend le reste de ma vie. » Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots assise sur la même terrasse où nous avons tout failli perdre, je regarde le lac qui a tout vu. Mathieu est quelque part, sous une nouvelle identité, recommençant à zéro. Nous échangeons des lettres par un système sécurisé de la police. Il travaille dans le bâtiment, commence littéralement depuis les fondations. Ses mots respirent la lucidité, l'humilité, la conscience du mal qu'il a causé. Alain est à mes côtés. Sa rééducation est lente mais réelle. Il remarche, parfois avec une canne. Sa dignité, qu'on a tenté de nous voler cette nuit-là, a été retrouvée non par la vengeance, mais par des limites fermes et un amour persévérant. J'ai appris que pardonner ne veut pas dire oublier, ni minimiser la douleur. Cela signifie refuser que la trahison définisse qui nous sommes ou détruise ce que nous avons bâti. J'ai appris que la famille n'est pas toujours synonyme de sécurité, mais qu'elle peut devenir synonyme de rédemption quand chacun est prêt à faire le travail difficile. J'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne ou qu'on nous prend. C'est un choix, même quand tout semble perdu. Et j'ai appris que le véritable amour n'est pas aveugle aux fautes, mais qu'il choisit de voir au-delà sans jamais les ignorer. Parfois, au matin de brume, lorsque le lac disparaît dans la vapeur et que tout semble suspendu entre rêve et réalité, je pense à ce que je dirais à la femme que j'étais 1 an plus tôt. Je lui dirais de faire confiance à ses instincts, de ne jamais ignorer les signes. Et je lui dirais aussi que même dans les trahisons les plus douloureuses, il existe une possibilité de renaissance. On ne redevient jamais celle qu'on était. L'innocence se perd à jamais, mais on peut devenir autre, plus forte, plus lucide, plus vivante. La maison tient toujours debout,
Ces murs gardent des histoires d'amour et de trahison, de désespoir et de courage. Le lac continue de bouger, indifférent aux drames humains. Et moi, je reste là, une femme de 68 ans qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est à soi, pour tracer des limites, pour choisir de pardonner sans naïveté. Si vous êtes encore avec moi à la fin de ce récit, j'espère que vous emporterez quelques vérités apprises dans la douleur. Protégez votre dignité avant tout. La famille compte. Mais personne n'a le droit de vous détruire au nom de l'amour. Le pardon est un chemin, pas un événement. Et surtout, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, surtout quand tout semble perdu. Aujourd'hui, quand le soleil se couche sur les montagnes et peint le ciel de rose et d'orange impossible, je serre la main d'Alain et je ressens de la gratitude. Non pas pour ce que nous avons subi, mais pour ce que nous avons surmonté, pour ce que nous avons choisi d'être après la tempête. Et peut-être, oui, c'est là notre plus grande victoire. La sonnette retentit parfois, et mon cœur s'accélère encore une seconde. Mémoire d'un traumatisme qui ne disparaît jamais vraiment. Mais maintenant, je sais que je peux affronter ce qui viendra, parce que j'ai découvert une force que j'ignorais posséder. Une force qui vit en chacune de nous, les femmes qui avons bâti nos vies avec amour et sueur, qui avons élevé nos enfants, aimé nos maris à travers les décennies. Nous sommes plus fortes qu'on ne le croit, plus résilientes qu'on ne le dit, et notre dignité, si fragile et si précieuse, devient indestructible dès l'instant où nous choisissons de la protéger. Ceci est mon histoire, ceci est ma vérité. Et si elle résonne en vous, si vous reconnaissez vos propres blessures dans mes mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Le lac est toujours là, témoin silencieux. Et nous aussi, choisissant la vie, choisissant l'amour, choisissant la dignité, chaque jour. Car au fond, c'est tout ce que nous possédons vraiment. Et j'ai compris que c'est amplement suffisant. Parfois, quand je termine de raconter tout cela, je reste là, à écouter le silence qui suit les mots. Un silence plein de souvenirs, de blessures, mais aussi d'une étrange paix. Raconter, c'est une façon de rester vivante. Et peut-être aussi, d'une certaine manière, de reconstruire. Pendant que je parle, j'imagine celui ou celle qui m'écoute. Peut-être êtes-vous seul dans votre cuisine, préparant le dîner. Peut-être êtes-vous en voiture, pensant à quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être vous aussi avez déjà senti votre cœur se briser à cause de quelqu'un que vous aimiez. Je me demande honnêtement, si vous aviez été à ma place, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous eu le courage d'affronter votre propre enfant, de choisir la vérité plutôt que la protection? Parfois, j'ai l'impression que l'amour est une bataille entre le pardon et la dignité. Quand je parle de pardon, ce n'est pas celui des jolies phrases. C'est celui qui fait mal. Celui qui exige du temps, du silence et des nuits sans sommeil. C'est le pardon qui n'efface pas le passé, mais qui nous empêche d'en mourir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, ce que vous avez appris, ce que votre cœur vous dit après m'avoir écouté. Écrivez-le dans les commentaires, pas comme une réponse, mais comme un partage. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit, des vies qui se croisent à distance. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez. Chaque ville, chaque pays, chaque accent forme un écho de cette conversation silencieuse que nous avons. Savoir que quelqu'un, quelque part, m'écoute. Cela donne un sens à tout. Beaucoup d'entre vous ont déjà connu la perte, la trahison, les choix impossibles. On croit souvent être seul, mais en lisant les mots des autres, on découvre une chaîne invisible de femmes et d'hommes debout malgré tout. Si mon histoire a réveillé quelque chose en vous, une peur, un souvenir, un amour ancien, ne le gardez pas pour vous. Laissez vos mots ici. Ils pourraient réchauffer quelqu'un qui en a besoin ce soir. Je crois que lorsqu'on partage nos blessures, elles changent de forme. Elles deviennent plus légères, plus humaines. Peut-être est-ce cela, vivre encore, transformer la douleur en lumière pour quelqu'un d'autre. Pendant que je parle, j'entends le vent du lac. Il me rappelle que tout passe, même ce qu'on croyait insurmontable. La douleur change de visage, le temps adoucit les angles, et un jour, on respire à nouveau sans trembler.
Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, écoutez d'autres histoires de courage, de limites, d'amour qui résiste, abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas la suite de la vie, racontée avec simplicité et vérité. Chaque abonnement, chaque commentaire, c'est comme une petite flamme dans la nuit. Ensemble, ces flammes forment un phare. Et j'aime croire que c'est ce phare qui nous guide quand tout semble s'effondrer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Peut-être que je ne saurai jamais qui vous êtes, mais si mes mots ont touché votre cœur, alors tout cela en valait la peine.